Le président français Emmanuel Macron reçoit à la mi-journée le chancelier allemand Olaf Scholz à l'Elysée. Le nouveau chancelier fait son entrée sur la scène européenne. Suivant une longue tradition, c'est à Paris que le social-démocrate du SPD réserve sa visite inaugurale. Nous en parlerons avec Caroline de Camaret en début de journal. Les négociations des licences de pêche post-Brexit, le bras de fer continue entre Paris et Londres. Aujourd'hui, c'est la date butoir. Londres rejette cette échéance fixée par la Commission européenne. Une centaine de bateaux français attendent toujours leur licence. La France menace d'aller au contentieux contre l'Angleterre. 53 migrants tués et une quarantaine blessés dans un grave accident de la route dans le sud-est du Mexique. Ces migrants venaient pour la plupart du Guatemala. Le camion en excès de vitesse aurait percuté un mur. Il s'est renversé par la suite. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz déjeunent ensemble ce vendredi. Première visite à Paris du successeur d'Angela Merkel après son investiture mercredi. Au menu des discussions, le moteur franco-allemand, la souveraineté européenne et le dossier ukrainien. Une Europe plus protectrice et c'est l'ambition affichée par le président Macron lors de la conférence de presse hier pour annoncer la présidence française début janvier du Conseil de l'Union européenne. Alexandra Quarini. Une Europe puissante dans le monde, l'ambition d'Emmanuel Macron est partagée par le tout nouveau gouvernement allemand. À la veille de la visite du chancelier Olaf Scholz, la ministre des Affaires étrangères affiche son soutien. Du premier au dernier jour, vous pourrez compter sur le soutien de l'Allemagne, sur mon soutien personnel et sur le soutien de l'ensemble du gouvernement fédéral allemand pour que nous travaillions ensemble à une Europe forte et souveraine. Parmi les dossiers sur la table, la gestion des frontières face aux crises migratoires et la promotion de la souveraineté pour mieux se positionner face à la Chine et aux États-Unis. Son fil conducteur, ça va être de construire cette autonomie stratégique, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'approvisionnement énergétique et bien entendu dans le domaine de la défense et de la sécurité. Autre enjeu, la situation en Ukraine et le conflit qui oppose les séparatistes pro-russes aux autorités du pays. Un dossier au cœur des négociations entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz ce vendredi. Caroline de Camaret, vous êtes notre spécialiste des questions européennes. Alors que peut-on attendre de ce déjeuner entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron? Et cette rencontre, elle arrive à un moment particulier, juste avant le début de la présidence française de l'Union européenne. Tout à fait. Alors, il est quand même impressionnant cet Olaf Scholz, 63 ans. Il a réussi à monter en quelques mois, et donc pas très longtemps en fait, une coalition inédite avec les Verts et les libéraux. Il a réussi ce pari et il faut dire que ce n'est pas un inconnu sur la scène française et européenne. Olaf Scholz, puisqu'il était ministre des Finances auparavant d'Angela Merkel, donc il représente aussi une certaine continuité avec, je le disais, cette nouveauté. Et il partage en tout cas l'ambition avec Emmanuel Macron pendant cette présidence française où le président français entend finalement impulser l'agenda européen, d'avoir plus d'Europe. C'est quand même un européiste avec des partis appuyés sur des partis verts et libéraux très européistes, eux aussi. Et on le disait, il est très intéressé par les questions de souveraineté européenne, de réindustrialisation, qui aussi connaissent un écho côté français. Il a dit et redit pendant sa campagne qu'il fallait répondre aux demandes d'Emmanuel Macron et que la chancelière Angela Merkel pendant 16 ans n'avait pas fait suffisamment justement ce lien avec les demandes françaises, notamment lors du discours de la Sorbonne d'une Europe que l'on construirait davantage, que l'on intégrerait davantage avec un moteur franco-allemand plus fort. Et il s'apprête à faire justement marcher ce moteur franco-allemand. Il n'y aura pas de déficit de pouvoir outre-Rhin comme on a pu le craindre au moment d'attaquer le premier semestre 2022, présidence française du Conseil de l'Union européenne. Précisons quand même que ce sera difficile pour Olaf Scholz entre un ministre de l'économie qui est un écologiste, Robert Habeck, et le ministre des Finances qui est un très libéral conservateur qui est Christian Lindner. C'est parenthèse fermée. Ils vont certainement, les deux dirigeants, afficher l'unité, l'entente et minimiser les divergences entre Paris et Berlin. Oui, mais précisément ce que vous venez de dire, c'est la pomme de la discorde future. C'est-à-dire, ce sont les partenaires de coalition qui posent problème à Paris. Précisément, les Verts ont grappillé un super ministère de l'économie et de l'écologie. Et là, ils ne sont pas du tout d'accord avec un dossier sur Paris, c'est le nucléaire. Ils ne veulent pas que le nucléaire soit considéré comme énergie
énergie verte et puisse rentrer dans la taxonomie des investissements prioritaires à l'avenir, puisque c'est une énergie certes décarbonisée, mais dont ils estiment qu'elle génère des déchets nucléaires. Première pomme de discorde, la France est très pro-nucléaire. C'est évidemment le premier producteur et consommateur d'énergie nucléaire sur le continent. Deuxième chose importante et très très importante d'ailleurs, du côté des libéraux, vous l'avez dit, Christian Lindner a pris le ministère des Finances avec pour idée le retour à l'orthodoxie budgétaire et à la règle d'ailleurs constitutionnelle de pas de déficit du tout en Allemagne. Et ça, évidemment, ça génère des inquiétudes sur la croissance future. C'est bien d'avoir fait un premier grand plan de relance à 750 milliards d'euros avec une dette en commun, mais si ça s'arrête là, si on coupe les vivres trop vite, comme on l'a fait, on a eu le tort de le faire lors de la crise de 2008, crise financière, eh bien, les Français estiment que si on n'aménage pas davantage de marge de manœuvre, notamment pour les investissements dans les fameux 3% du pacte de stabilité, eh bien, on va droit dans le mur post-Covid et on ne va pas pouvoir relancer l'Europe. Merci beaucoup, Caroline de Camaret, pour votre décryptage. Merci à vous. Le bras de fer entre la France et le Royaume-Uni, le 10 décembre, c'est la date butoir donnée par la Commission européenne pour régler le litige des licences de pêche post-Brexit. Il manque toujours une centaine de licences d'après Paris. Le gouvernement français accuse le gouvernement britannique de mauvaise foi et promet d'aller au contentieux. David Gilberg. La crise franco-britannique sur la pêche, bien partie pour continuer. La Commission européenne a donné ce vendredi comme date butoir pour un accord sur les licences accordées aux pêcheurs français dans les eaux britanniques. Mais dès jeudi, Londres a annoncé la couleur. Nous n'avons jamais fixé de date butoir. Ils en ont fixé une, mais ce n'est pas celle sur laquelle nous travaillons. Exaspération du côté français. Emmanuel Macron appelle le gouvernement britannique à respecter ses engagements. Le gouvernement actuel, jusqu'à présent, et j'espère que les choses vont changer, qu'on peut se réengager de bonne foi dans un agenda de confiance, mais simplement ne fait pas ce qu'il dit. J'aime la Grande-Bretagne, j'aime son peuple. J'ai terriblement envie d'avoir un gouvernement qui souhaite travailler simplement de bonne foi avec nous. Après avoir déjà obtenu 1004 licences dans les eaux territoriales du Royaume-Uni depuis que le Brexit a remis en cause la libre circulation maritime, Paris attend toujours 104 licences dans ses eaux, ainsi que 51 dans celles de Jersey. Les pêcheurs ont été très patients. La ministre française de la Mer, Annick Girardin, a prévenu que son gouvernement demandera un arbitrage au niveau européen et ira au contentieux en cas de non-respect de l'ultimatum. Le troisième référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, plus de 180 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Les indépendantistes ont décidé de ne pas y participer et n'ont pas mené campagne. Ils avaient demandé le report du scrutin en raison de l'épidémie de Covid. Certaines familles endeuillées refusent de voter. Les loyalistes, eux, redoutent une très faible participation. Hugo Capelli nous en dit plus. Un scrutin crucial pour la Nouvelle-Calédonie. Quelques panneaux électoraux rappellent la date du référendum. Mais les affiches du camp indépendantiste n'ont pas été collées. Sur ce rond-point de Nouméa, les militants de l'indépendance demandent à leurs partisans de ne pas se rendre aux urnes en raison du Covid-19 qui a fait plus de 200 morts. La date du 12 a été maintenue par l'État français alors que nous sommes en pleine période de deuil. Nous, ce qu'on veut, c'est interpeller les gens en leur disant aujourd'hui, il faut aussi exprimer notre mépris et notre mépris il peut passer par le silence et par la non-participation. Conséquence, la campagne politique n'a presque pas eu lieu pour ce troisième et dernier référendum. Les deux premiers ont été remportés de peu par les non-indépendantistes. Les anti-indépendants estiment que la gestion de la crise sanitaire a renforcé l'État français en Nouvelle-Calédonie. La nécessité de la France est devenue flagrante pour une partie de la population et je pense que nous on a vu des électeurs indépendantistes qui nous ont dit effectivement c'était pas flagrant jusque-là parce qu'on avait du mal à imaginer comment ça se passerait sans la France. Là on a bien vu que si la France n'avait pas été là, on n'aurait pas été dans la situation dans laquelle on est. Deux camps divisés. Les autorités craignent des incidents le jour du vote malgré les appels au calme des formations politiques. Des renforts ont été envoyés pour assurer la sécurité de l'archipel, une situation mal vécue par certains habitants. Il y a trop de militaires qui sont arrivés de France, alors pour nous c'est un peu drôle quoi. C'est étonnant qu'un tel nombre de forces répressives pour un scrutin dans le pays. Un vote sous haute tension qui pourrait ne pas régler l'instabilité politique de l'archipel. Le Conseil d'État a rejeté les demandes de report du référendum formulées par les indépendantistes. Ils ont pourtant prévenu qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat du scrutin et le contesteront devant les Nations Unies.
En Birmanie, grand mouvement national de désobéissance civile ce vendredi à l'appel de l'opposition au pouvoir de la junte. L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été condamnée cette semaine à 2 ans de prison, une décision qualifiée de politique et de simulacre de procès par les États occidentaux. Depuis le coup d'État militaire, Aung San Suu Kyi est prise pour cible. Elle encourt 100 ans de prison. Plus de 1300 Birmans ont été tués par des militaires depuis le putsch début février. Un nouveau drame migratoire, au moins 53 migrants tués dans un accident de camion dans le sud du Mexique, pour la plupart originaires du Guatemala. Le camion s'est écrasé contre un mur. L'accident a eu lieu dans l'état du Chiapas, porte d'entrée des migrants en provenance d'Amérique centrale. Alexandra Quarini. Le long de la route, les corps des migrants s'entassent. Tous se trouvaient à l'intérieur de ce camion qui a quitté la route. Heureusement, la réaction de toutes les institutions, Croix-Rouge, pompiers, protection civile, a été très rapide. Le chauffeur aurait pris la fuite après avoir perdu le contrôle du véhicule, comme l'explique cet homme rescapé de l'accident. La remorque a pris un virage et à cause du poids des personnes à l'intérieur, nous sommes tous tombés. De toute évidence, le véhicule ne pouvait pas supporter une telle charge et il s'est renversé. L'accident a eu lieu dans le Chiapas, un État proche de la frontière avec le Guatemala, considéré comme la porte d'entrée des migrants venus d'Amérique centrale pour entrer aux États-Unis. Cette année, le Mexique est confronté à des arrivées records de migrants. Sur les 10 premiers mois de l'année, le pays a enregistré plus de 108 000 demandes d'asile. De son côté, l'administration Biden fait preuve d'une grande fermeté. En vertu d'un accord passé avec les autorités mexicaines, tous sont obligés d'attendre au Mexique la réponse à leur demande d'asile aux États-Unis. Le prix Nobel de la paix remis ce vendredi à Oslo à 2 journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov. Un prix remis en main propre, ces 2 professionnels de l'information incarnent l'ensemble des menaces qui pèsent sur le journalisme. En 20 ans, plus de 1600 journalistes ont été tués, dont 46 pour la seule année 2021, selon Reporters sans frontières. Les 2 lauréats représentent, selon le comité Nobel, le courageux combat en faveur de la liberté d'expression. On écoute la journaliste philippine Maria Ressa au micro de France 24. Les gens me disent, mais vous n'avez pas peur de ce qui se passe? Non, c'est pas parce que j'ai pas peur, mais j'essaie de gérer ma peur. Et c'est ça le véritable enjeu. Et pour les journalistes dans le monde entier, c'est ça qu'il faut faire. Et je crois que c'est effectivement la mission du journalisme. Il faut que nous demandions aux puissants de rendre des comptes. Il faut que nous apportions la vérité au public. Nous sommes des intermédiaires et notre mission n'a jamais été aussi importante. Un taux de natalité au plus bas depuis plus de 40 ans en Chine, avec plus de 8 naissances pour 1000 personnes l'an dernier. Pékin a vu son taux de natalité chuter. La mortalité, elle reste stable. Pékin est confronté au risque du vieillissement de sa population et d'une baisse du nombre des actifs. Reportage signé Arnaud Miguet. Il est 9h. C'est l'heure du bain dans cette maternité de Shanghai. 11 nouveau-nés dans ce pays qui fait de moins en moins d'enfants, aux grandes dames de la sage-femme en chef, Din Lingjing. Le taux de natalité n'a jamais été aussi bas en Chine depuis 40 ans. J'aimerais voir plus d'enfants. J'espère toujours que les jeunes feront plus de bébés. C'est pas le cas. Depuis 2016 et la fin de la politique de l'enfant unique, les Chinois sont autorisés à avoir 2 enfants, puis 3 cette année. Mais la natalité s'effondre. De 17 800 000 naissances il y a 5 ans, on est passé en 2020 à 10 400 000. Alors Pékin fait tout pour tenter d'inverser cette courbe, en allongeant notamment la durée des congés maternité. On est passé de 4 mois à un peu plus de 5 mois de congé maternité. Cela devrait stimuler le nombre de naissances. Zhou Yantin, à 28 ans, est une maman heureuse. Elle vient d'avoir son premier enfant, le petit Shui, 20 jours à peine. A priori, elle n'en veut pas d'autre. Aujourd'hui, le gouvernement nous encourage à avoir plus d'enfants. Mais les gens de notre génération, nous avons déjà tellement de pression au travail. Et puis 2 enfants, c'est aussi une trop grosse charge financière. Taux de natalité au plus bas, vieillissement de la population et baisse du nombre d'actifs. Le cocktail démographique est explosif. Et à ce rythme, la population chinoise pourrait, selon les démographes,
chuter de 50% d'ici la fin du siècle. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.